C'est un honneur d'être ici. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que tout le monde m'entend? Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bien sûr, je veux remercier Nathalie, Muriel, Pierre-Yves et Michel pour cette invitation à participer à ce colloque. Merci à Sophie, Marina et toute l'équipe. Merci pour cette formidable organisation. Et je me réjouis de pouvoir participer à ce colloque et de vous parler des outils sociologiques qui permettent de comprendre la production sociale des inégalités de santé. Et c'est très intéressant de parler de ce sujet actuellement, bien d'autres sujets aussi. Et je me dois de reconnaître l'environnement difficile dans lequel nous évoluons aujourd'hui. C'est pour ça que je suis d'autant plus reconnaissante envers les organisateurs de ce colloque pour l'organisation de cet événement qui est plus que nécessaire aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous 3 concepts sociologiques, 3 outils qui sont souvent utilisés pour analyser les impacts des processus macro et micro sur la santé des individus, des communautés et des populations. Il y a bien sûr beaucoup plus que 3 concepts produits par la sociologie en ce qui concerne les inégalités de santé. Les 3 dont je vais parler aujourd'hui sont ma sélection partielle, mais ce sont ceux que j'ai trouvés les plus génératifs dans mon travail personnel. Et en tout cas, c'est ce qui a émergé de ma propre recherche. Et ce sont des outils qui, pour moi, ont des possibilités très interdisciplinaires. C'est pour cela que j'ai voulu parler de cela précisément aujourd'hui. De manière générale, j'espère que ma présentation pourra alimenter les synergies entre le travail théorique et empirique, et que cela permettra de mettre en évidence certains fossés et certains écarts et mettre en lumière les outils qui pourraient permettre de résoudre ces inégalités. Alors, je voudrais commencer par dire que ce qui réunit les 3 outils dont je vais parler aujourd'hui, c'est que ce sont des outils qui regardent l'exposition sociale et qui cherchent à examiner la façon dont la souffrance est produite au niveau social. Avec ces outils-là, on voit que les inégalités ne sont pas un bug ou une erreur dans notre système social de santé, mais que c'est une fonction inhérente à ces systèmes. Ces systèmes fonctionnent comme ils devraient le faire. Ils produisent des inégalités dues à leur conception. Rob Nixon parlait de violence lente, une violence qui a lieu au fur et à mesure et sans qu'on s'en rende compte, une violence de destruction retardée qui est dispersée dans le temps et dans l'espace, une violence d'attrition qui est en général qui n'est en général pas vue comme de la violence du tout, une violence qui n'est pas spectaculaire ou instantanée, mais qui est incrémentale et accrétive, une qui mène à des morts longues. Alors, le premier outil que j'aimerais vous présenter, c'est la théorie des causes fondamentales. Je pense que c'est très informé sociologiquement et que c'est une explication très puissante sur les inégalités de santé et leurs causes multiples. Nathalie en a parlé dans son introduction. C'est intéressant de mêler sociologie et épidémiologie. D'après Bruce Link, Joe Phelan et leurs collègues, les conditions sociales constituent des causes fondamentales de maladies. Et je voudrais simplement faire une pause ici pour mettre en lumière le fait qu'ils parlent de conditions sociales et pas caractéristiques individuelles, mais les conditions qui mènent à une exposition sociale. Et ces conditions sociales sont des facteurs qui impliquent des relations avec d'autres individus, relations avec d'autres positions dans les structures socio-économiques de la société et les événements
provoquant du stress dans la vie. Ces conditions sociales ont une relation fondamentale à la santé parce qu'elles impliquent des accès à des ressources qui permettent d'éviter les risques de maladies et qui permettent d'améliorer les conséquences des maladies, le cas échéant. Ces ressources incluent la connaissance, l'argent, le pouvoir, le statut social, le prestige, les connexions sociales et la liberté. Tous ces éléments constituent les possibilités permettant à une personne d'éviter les risques ou en tout cas de minimiser les conséquences s'il y avait une maladie. Ce sont des éléments qui sont transportables d'une situation à une autre et donc il y a une utilisation très large. Ces ressources distribuées sont distribuées de manière inégale. Comme Phelan et Link l'ont écrit, au niveau individuel, les ressources flexibles peuvent être conceptualisées comme la cause des causes ou le risque des risques qui forment les comportements des individus en influençant les individus sur ce qu'ils savent, ce à quoi ils ont accès, ce qu'ils peuvent se permettre en matière de ressources. De plus, les ressources forment l'accès à des contextes qui divergent dramatiquement selon différents éléments. Par exemple, une personne avec des ressources socio-économiques peut décider d'habiter dans un quartier plus riche et une personne qui utilise son éducation pour avoir un emploi avec un plus haut statut bénéficie finalement d'un ensemble de conditions avec plus de bénéfices sociaux et qui est moins exposé à des conditions dangereuses ou à une exposition à des substances toxiques. Dans ces circonstances, une personne bénéficie de ces conditions-là. De la même manière, une personne qui bénéficie de ces bénéfices de santé et qui vit dans des conditions moins dangereuses, dans ces circonstances, la personne bénéficie de bien des manières et cela ne dépend pas de sa capacité à construire personnellement une situation de santé positive. Ce n'est pas de son propre chef, mais c'est un résultat de son statut socio-économique. Une cause fondamentale est associée non seulement avec une ou plusieurs maladies, mais liée à la multiplicité. Deuxièmement, plusieurs facteurs de risque. Comme certains sociologues ont parlé de mécanismes massively multiples. Les causes fondamentales sont des mécanismes qui mettent en lien plusieurs facteurs de risque à plusieurs maladies, ce qui crée plusieurs chemins vers plusieurs résultats possibles en matière de santé. Troisièmement, les causes fondamentales impliquent des éléments qui permettent de réduire le risque ou de réduire les conséquences. C'est pourquoi cela est lié à cette théorie, parce que nous ne sommes pas sur un terrain égal, mais la distribution inégale dès le départ vient de quelque part et est maintenue à long terme. Enfin, la relation entre la cause fondamentale à la santé est vue via le remplacement de certains mécanismes d'intervention. Et cela crée une asymétrie systémique où il y a un impact dans une direction, mais pas dans l'autre. Les liens entre différentes situations sociales, situations et résultats de santé peuvent changer sans altérer la relation fondamentale entre ces différentes conditions. Ce qui peut être bénéfique à la santé et développé dans notre société, cela intervient dans le concept d'inégalité lié à la connaissance, à l'argent, au prestige et aux connaissances. Ceux qui peuvent
demander plus de ressources sont dans une meilleure position pour avoir plus de connaissances, éviter de nouveaux risques et avoir accès à de nouveaux traitements. C'est un avantage qui est disproportionné pour une certaine partie de la population. Cette perspective dit que les interventions de santé publique sont inefficaces et n'ont qu'un succès limité puisque les racines des problèmes de santé viennent d'ailleurs. Pour réduire le stress et améliorer les maladies, il faut voir ça en association avec des inégalités existantes qui ne servent qu'à reproduire des inégalités en santé et les exacerbent au fur et à mesure des progrès. Pour alléger les inégalités sociales, et réduire les inégalités en santé et prévenir la mortalité. De nombreuses études ont confirmé ces causes fondamentales que les nouvelles connaissances en santé profitent de manière disproportionnée à ceux qui ont plus de moyens, qu'il s'agisse de dépistage et d'autres des traitements pharmacologiques pour le diabète, l'AVC, la dépression, et le risque bascule s'il y a du tabagisme, par exemple, ou une thérapie de remplacement hormonal. Pour contrôler les maladies et améliorer la santé, on voit que les inégalités sont reproduites et provoquent des schémas complexes. Deuxième élément que j'aimerais développer, il s'agit de la notion que les structures sociales sont doubles. Elles sont composées des institutions qui sont enchevêtrées les unes avec les autres et se renforcent les unes aux autres. Pour comprendre les systèmes sociaux, cet aspect-là est beaucoup étudié dans la littérature. Margaret Hicken, notamment, a regardé cette perspective de près avec la métaphore des fullerènes, ce qu'on appelle en anglais les buckyballs. Ils utilisent cette métaphore pour distinguer le racisme structurel et les institutions sociales qui les perpétuent. Comme vous pouvez le voir, dans ces molécules, on a une structure de cage. À gauche, on a une version stylisée qui paraît dans l'article de Jenny Hicken. Et à gauche, il s'agit d'un artiste contemporain qui vous montre des buckyballs, donc ces fullerènes, les unes à côté des autres. Ces nœuds sont interconnectés avec d'autres nœuds et forment des structures très stables grâce à cet enchevêtrement. Jenny Hicken disent que les institutions sociales perpétuent le racisme social et cela dépend de ces nœuds et la molécule dans son ensemble peut représenter le racisme. Ici, ces nœuds sont très stables, ils sont distribués dans l'ensemble de la molécule. Ce racisme structurel tire sa force et sa résilience de ces interconnexions parmi les différentes institutions qui renforcent cette tendance. Si on regarde les nœuds ici, il ne s'agit pas d'un seul nœud. Il y a des sous-systèmes qui sont interdépendants et se renforcent les uns les autres. Et c'est pour cela que les institutions tendent à la stabilité. Pensez à la dernière fois que vous avez eu des problèmes administratifs. On vous a dit c'est comme ça, parce que ça a toujours été comme ça, c'est comme ça qu'on fait ce qu'on fait.
On a souvent cette expérience vis-à-vis des institutions. Il y a une certaine inertie et cette expérience arrive parce que les sous-systèmes des institutions sont comme ces fullerènes, ces buckyballs, ils sont interconnectés. Et cette interdépendance renforce le statu quo. Deuxième constat, les items qui composent ces molécules interagissent à travers un ensemble de règles et de principes communs. Les institutions sociales qui composent le racisme structurel utilisent des normes et des pratiques similaires qui renforcent les hiérarchies sociales. Sur le marché du travail, le système judiciaire, les systèmes de santé reproduisent cet ordre et reproduisent ces inégalités à travers un ensemble de règles, de pratiques qui font écho aux institutions qui existent dans leur domaine. Dans ces différents schémas, il y a des hypothèses qui sont des normes institutionnalisées, qui ont des conséquences sur la distribution des ressources. Les pratiques institutionnelles voyagent dans ces molécules, se renforcent les unes les autres. Ces connexions interinstitutionnelles maintiennent les inégalités sociales dans un domaine donné et interagissent et amplifient les inégalités dans d'autres institutions, dans d'autres domaines. Par exemple, Jiman et Haken parle de la ségrégation résidentielle et l'exposition aux risques environnementaux sur le marché du logement. Là, il regarde les règles de zonage, les pratiques de l'industrie qui travaillent main dans la main avec les inégalités environnementales et autres. Si on regarde la période du Covid-19, il y a aussi des connexions entre ces ségrégations résidentielles, ségrégation dans la santé publique également. Et on voit une concentration des expositions, de l'exposition des ressources et d'une ségrégation selon la classe et le genre. Ces interactions opèrent de manière à maintenir ces inégalités dans l'ensemble. Le sociologiste Victor Ray offre un autre concept qu'il appelle les organisations racialisées. Cela apporte un cadre théorique important. Ray conçoit ces organisations en tant que mécanisme qui connecte les ressources aux schémas raciaux. Le racisme n'est pas est spécifique, il est variable et s'adapte à des niches spécifiques d'activités institutionnelles. Dans la théorie développée par Ray, qui est pertinente pour notre contexte, les inégalités en santé, les organisations légitiment cette distribution inégale des ressources. Et cela se fait en contrôlant le temps, qui attend qui, quel temps est consacré à différentes personnes pour faire différentes choses, pour obtenir des soins médicaux, par exemple, et aussi le contrôle du temps pour stratifier l'espérance de vie. Cette notion de racisme structurel en tant que Fullerene conduit à analyser nos institutions, comment elles sont interconnectées et comment elles reproduisent les mêmes schémas pour identifier et intervenir dans ces relations sociales qui constituent ce statu quo. Il faudrait une attention triple aux institutions sociales, ce que j'ai appelé les nœuds, aux pratiques interinstitutionnelles que j'ai appelées les liens,
ou au système dans son ensemble, à savoir la molécule globale. Le contexte institutionnel et les dynamiques peuvent avoir un impact négatif et l'inégalité est souvent une caractéristique et non pas un défaut dans nos systèmes sociaux. Ces outils peuvent aussi montrer là où les changements de pratiques sont nécessaires, comment les institutions interagissent avec les communautés marginalisées, quelles sont leurs chances dans la vie. Si on regarde les acteurs institutionnels ou des organismes à l'échelle individuelle ne peuvent pas agir concrètement. Ces interconnexions doivent être prises en compte pour avoir plus d'égalité, une égalité plus répandue. Si je regarde ces d'autres cadres macro, je voudrais regarder ce concept de capital culturel de santé. Comment, dans le contexte des soins de santé, ces inégalités socio-structurelles se manifestent dans des rendez-vous, des rencontres cliniques, et comment ces phénomènes s'accumulent pour produire des inégalités systémiques dans les soins de santé. Nathalie a présenté un modèle de spirale et mon propos est en lien avec ce schéma. Pierre Bourdieu s'intéresse à la notion de capital culturel. C'est incroyable de parler de Bourdieu ici aujourd'hui au Collège de France. Donc encore une fois, merci de m'avoir invité, de m'avoir donné cette occasion tout à fait unique. Donc Bourdieu, dit que les compétences verbales, les façons de s'habiller, les styles de présentation, pratiques culturelles, il s'agit de formes de capital. Il lient les produits culturels et les pratiques avec des systèmes et aussi les luttes, le capital n'est pas uniquement une ressource passive, mais comme Bourdieu l'a dit, il s'agit d'une distribution inégale du capital culturel, une forme de pouvoir, une capacité à agir. Il s'agit d'une énergie, une façon d'être, d'agir, et comme le sociologue australien l'a également dit, ces notions de capital culturel est défini de cette façon. Alors, un petit problème avec ma présentation ici. Voilà. Par rapport à la notion du capital culturel de Pierre Bourdieu, le capital culturel incorporé, il s'agit de dispositions durables de l'esprit et du corps, comme les compétences linguistiques, les goûts, les savoir-faire, les manières qui s'acquièrent principalement par la socialisation. Ce capital est dans l'œil de celui qui regarde, concerne les ressources médicales et les relations entre les prestataires, les institutions qui ont le pouvoir de définir les règles. Dans de nombreux systèmes de santé contemporains, il y a des informations biomédicales, la capacité à communiquer cette connaissance, la capacité à s'ajuster et la capacité d'avoir des compétences verbales, la manière dont on se présente, par exemple. Et puisque nos systèmes de santé dans le monde occidental, notamment, récompensent l'initiative des patients et la connaissance de soi et la gestion de soi, ce capital culturel de santé favorise l'initiative
et la possibilité de pratiquer l'autodiscipline, de se tourner vers le futur et d'agir, d'être dans l'action. Et ceci est critique pour la capacité des patients à s'engager avec les organismes de santé. Puisque ces ressources et formes de capital ont des valeurs d'échange, cette distribution de ce culturel capital en santé façonne les relations des patients avec les prestataires de santé. Ces interactions, ces échanges nous permettent de comprendre quels sont les impacts quand on regarde les façons symboliques, comment ce capital opère en tant que valeur d'échange. Certains patients peuvent être stratégiques dans leur acquisition de ce capital culturel en santé, mais souvent on ne déploie pas des actifs culturels pour réaliser certains objectifs. Au contraire, ceci est développé dans le temps en fonction de nos expériences passées, notre socialisation en tant qu'enfant, les mondes dans lesquels on a voyagé dans notre vie. Il a été observé en 1971 sur le travail sur les usages sociaux du corps. Nathalie en a parlé. Le capital de santé, culturel de santé interagit avec les professionnels de santé, les systèmes de santé, et cette incarnation répétée telle que la connaissance des connaissances biomédicales. Ainsi, la façon dont les patients et les prestataires de santé interagissent les uns avec les autres et les actions que l'on prend pour maintenir notre santé dépendent de différentes actions. Parfois, ces actions sont conscientes et souvent inconscientes. Ces manières de penser, parfois c'est stratégique et intentionnel, mais souvent cela arrive de manière inopportune ou non calculée. Si on regarde le capital culturel dans différents domaines, j'ai travaillé avec Jenny Chang, par exemple, pour voir comment les compétences et les attributs de ce capital culturel a un impact sur les soins de santé axés sur le patient, comme nous l'appelons aux États-Unis. Il faut définir les types de ressources, de compétences qui sont valorisées et qui génèrent la motivation et la capacité des professionnels de santé à rendre les soins de santé plus axés sur le patient. On utilise aussi ce capital culturel en santé pour voir les différentes stigmatisations. Ceux qui consomment des substances sont souvent stigmatisés. Parfois, ce capital est utilisé pour atténuer les stigmatisations qui accompagnent cette consommation de substances. Mais souvent, ce n'est pas reconnu par les prestataires de santé. Dans d'autres études, on regarde les mauvais traitements des femmes lors de la grossesse et de l'accouchement en Inde. L'accès à ce capital culturel de santé, les prestataires de santé définissent les normes et les valeurs. Les patients qui ont un statut social plus faible ne comprennent pas toujours ces attentes et souffrent de mauvais traitements. Par conséquent, dans une autre étude qui a utilisé ce capital culturel de santé, on a regardé le traitement pour les douleurs chroniques des patients qui ont des douleurs physiques mais connaissent d'autres problèmes de santé et qui souffrent de problèmes de logement, d'insécurité, de pauvreté également.
Et lorsqu'ils cherchent à se soigner dans les hôpitaux publics qui ont été étudiés dans le cadre de ces études, ils ont dû gérer ces différents contextes liés au capital culturel de santé. Ceux qui ne réussissaient pas à le faire ont rencontré de nombreux obstacles pour se faire soigner. Ils étaient catégorisés comme étant à haut risque et ce qui a des conséquences adverses sur les médicaments qu'ils vont recevoir, notamment les opiacés, et ils sont plus surveillés que d'autres patients. Ces expériences sont difficiles à mesurer. Il fallait demander au cours d'un entretien aux patients quels étaient leurs vécus, leurs ressentis et comment on a regardé comment ce capital culturel en santé exacerbe ces conditions socio-économiques difficiles. Amanda Gengler a regardé que ce capital peut être utilisé en termes de soins donnés aux familles dont les enfants ont des maladies rares, notamment au sein des CHU aux États-Unis. Et ils ont pu avoir des micro-avantages et on a vu comment, selon les familles, le soin apporté variait beaucoup. Dans cette étude, ils ont regardé la présentation de ces familles, la capacité des parents à expliquer les problématiques de leurs enfants souffrant du cancer, les schémas socio-économiques ont été observés et l'étude a pu montrer comment différents niveaux de capital culturel de santé peuvent donner des résultats différents. Les traitements différenciés dépendent des dispositions culturelles des familles et si elles sont équivalentes à ceux des prestataires de santé. Enfin, j'aimerais regarder les enjeux et les conséquences de ces processus sociaux que j'ai décrits et que nous allons continuer à observer aujourd'hui. J'aimerais partager des travaux récents sur l'influence de différents systèmes structurels et comment ils nous impactent au quotidien. Ici, je ne parle pas uniquement des effets de santé, mais aussi les inégalités de santé. Je regarde plutôt comment elles façonnent nos relations et les relations avec les institutions qui déterminent nos actions, qui influencent nos actions. J'aimerais parler du sociologiste Benjamin, Monsieur Benjamin, et aussi M. Melnikoff et Johnson, qui regardent la confiance et la méfiance en tant que dispositions acquises qui reflètent des conditions différentes. Ces chercheurs ont regardé ces différentes notions de confiance et méfiance qui sont produites par les institutions, qui ne viennent pas uniquement des individus. Il faut mettre l'accent sur l'aspect structurel et institutionnel. C'est l'argument clé et c'est la cause de ces fameuses fullerenes que j'ai décrites plutôt, les buckyballs en anglais. Une autre étude a montré ce manque de confiance, et notamment dans le système judiciaire. Monica Bell a parlé d'aliénation juridique, parlant d'une relation ambivalente avec la société, avec les institutions judiciaires. Mieux comprendre les relations entre les forces de police et les communautés qu'elles servent. Mais il y a des désaccords sur les explications qui ont été données, notamment en termes de relations avec les forces de police. Elle dit que cette aliénation
juridique reflète l'intuition de nombreuses personnes dans des communautés pauvres et racisées, selon lesquelles la loi les exclut de la société. Ils se sentent exclus. Il s'agit de conditions, de structures particulières. La conséquence de cette aliénation est considérée comme le contraire de la solidarité. Il s'agit de promouvoir la cohésion sociale. Au contraire, lorsque les normes ne sont pas respectées, lorsque les institutions vont à l'encontre de ces différents groupes, ce qui résulte, c'est l'aliénation. L'anomie est bien plus que la méfiance, le manque de confiance. Il s'agit d'un ressenti selon lequel le tissu du monde social est plongé dans le chaos, un sentiment d'aliénation sociale, de manque de sens, est souvent le résultat d'instabilité structurelle et d'un changement social. Toujours une citation de Monica Bell qui parle de l'échelle culturelle. À cette échelle, les expériences négatives d'autrui, en dehors des réseaux habituels de sociabilité, ont des impacts sur les interactions avec les forces de police. Ce qui est important quand on regarde ces aspects d'aliénation, certains voient la police et la loi comme étant légitimes, mais ils se sentent tout de même aliénés. Meredith Van Netta a appliqué ce concept d'aliénation juridique et a regardé la violence médico-légale. Elle a vu que la rhétorique anti-immigrant est diffuse dans l'observation clinique. Il y a des effets terribles sur les migrants qui cherchent à avoir accès à certains services. Des tactiques punitives sont utilisées dans les institutions, les soins de santé aux États-Unis. Et ceci génère de l'aliénation et d'une violence médico-légale. Cela a un impact fort aussi sur sur les professionnels de santé impliqués dans ces relations. Ceci génère une aliénation juridique et une violence médico-légale. J'aimerais aussi regarder ces arguments de plus près et de regarder de plus près ce concept d'aliénation pour dire qu'il y a une aliénation biomédicale. Qu'est-ce que c'est cette aliénation biomédicale? Il s'agit d'une relation bivalente avec la biomédecine et les soins de santé, une aliénation croissante vis-à-vis des normes prédominante en biomédecine. Ceci émane de l'échec des institutions et aussi de l'exclusion structurelle et symbolique. Il convient de se demander quels sont les coûts et les conséquences de ce statu quo. Ces discriminations sur les groupes marginalisés alimentent la mémoire collective, les souffrances vécues et la marginalisation de ces groupes. La science biomédicale adopte des règles, des pratiques et des critères qui doivent être améliorés. Il rationalise ces interactions discriminatoires et les résultats sur la santé des groupes concernés. Cette exclusion vient de différents niveaux, micro, méso, macro, et distribue les risques de santé de manière
inégale. Cela provoque de l'annihilation par rapport aux soins de santé et à la biomédecine. Si on regarde les inégalités en matière de santé, il s'agit de regarder les causes fondamentales de la maladie, il y a un manque d'intervention lié à ces molécules dont je vous ai parlé plus tôt. Il y a différentes formes de capital qui stratifient ces différentes formes de santé. C'est important de regarder tous ces phénomènes, ces statistiques, ces phénomènes qui démontrent comment la santé et la maladie sont stratifiés. Il faut continuer à les interroger. Ces concepts, bien entendu, constituent ma liste personnelle. J'ai hâte de savoir si elles font écho chez vous, dans vos différentes disciplines. Est-ce qu'elles peuvent s'extrapoler et se traduire en d'autres questions et dans vos différents travaux. J'ai hâte d'avoir cette conversation avec vous. Merci de votre attention.